Dans les centres-villes, les foules grossissent par milliers. Sur les campus universitaires, ce ne sont plus les cours qui résonnent, mais des slogans scandés à l'unisson. Même dans les banlieues autrefois tranquilles, les pancartes sur les pelouses sont devenues plus nombreuses que les boîtes aux lettres. Quelque chose est en train de bouger, et ce n'est pas uniquement politique. C'est plus profond, une question d'identité, de valeur, presque de fierté. Et ce mouvement grandit. Un nom en particulier semble raviver les tensions, État après État. Une frustration longtemps contenue remonte à la surface, pas forcément de la part d'adversaires traditionnels, mais de territoires qu'on croyait silencieux jusqu'ici. Le mécontentement devient de l'opposition ouverte. Et si certains s'en réjouissent, d'autres s'inquiètent sérieusement. Ce rejet pourrait bien bouleverser la prochaine élection, voire provoquer un changement encore plus vaste. Alors, en 2025, quels sont les 10 États qui en ont le plus marre de Donald Trump? Découvrons-le tout de suite. Numéro 10, le Vermont, de la carte postale à la colère. Le Vermont, ce petit coin d'Amérique connu pour ses forêts de sirop d'érable, ses ponts couverts pittoresques et ses villages paisibles, connaît un réveil bruyant. En 2025, cet État habituellement discret sur le plan politique a vu sa tendance progressiste se transformer en véritable vague de révolte. Aujourd'hui, plus de 70% des habitants désapprouvent fermement Donald Trump. Pourquoi un tel rejet? Parce qu'ici, ces décisions ne sont pas seulement impopulaires, elles touchent les gens au plus profond de leur quotidien. Les fermes familiales, colonne vertébrale de l'économie locale, peinent à survivre face à l'augmentation des taxes douanières. Les protections environnementales disparaissent, alors même que les inondations deviennent plus fréquentes. Et lorsque les aides fédérales pour la santé ou les zones rurales sont réduites, ce sont les aînés et les travailleurs modestes du Vermont qui en paient directement le prix. Le Capitole de Montpellier a vu plus de manifestations en 6 mois qu'au cours des 6 dernières années. Ce n'est plus de la simple opposition, c'est un refus clair et net. Si Trump poursuit dans la même voie, le Vermont pourrait bien devenir l'épicentre d'une fronde politique nationale. Un État autrefois calme, prêt à mener la riposte contre le tumulte? L'idée fait son chemin. Numéro 9, Hawaï, quand le paradis gronde. Des plages dorées, des couchers de soleil magiques et des sourires chaleureux, jusqu'à ce qu'on aborde la politique. Hawaï, souvent perçu comme un monde à part, s'éloigne de plus en plus de la politique fédérale. En 2025, c'est ici que Donald Trump enregistre son taux de popularité le plus bas du pays. L'économie de l'archipel repose en grande partie sur le tourisme, durement touché pendant sa présidence. Entre mauvaise gestion de la pandémie, désintérêt pour le climat et tensions internationales croissantes, les vols ont diminué, les hôtels se sont vidés et les emplois ont fondu. Mais ce n'est que la surface. Depuis longtemps, les Hawaïens autochtones se sentent oubliés par le gouvernement central. Les litiges fonciers, le manque d'écoute, les dégâts écologiques, la liste est longue et la colère monte. Beaucoup affirment que le système ne les représente plus. Ici, il ne s'agit plus de partis politiques, mais de survie. Un archipel isolé, mais plus lucide que jamais. Avant de continuer avec le prochain État, n'oubliez pas de vous abonner. Cela nous aide à continuer à dénicher les vérités que d'autres préfèrent ignorer. Et croyez-nous, ce qui suit va vous surprendre. Numéro 8, Maryland. Sous les apparences, la tempête. Tout semble impeccable dans le Maryland. Institution fédérale brillante, couloir technologique moderne, banlieue coquette. Pourtant, derrière cette façade soignée, gronde un profond malaise. État intimement lié à Washington, le Maryland est habitué aux joutes politiques. Mais en 2025, l'indignation a remplacé la simple vigilance. Le retour de Trump sur le devant de la scène nationale a réveillé ici une colère sourde. La majorité des électeurs lui sont aujourd'hui fortement opposés, et cela se voit. Des cortèges de protestation partent régulièrement de Baltimore jusqu'à Bethesda. Pourquoi? Parce qu'ici, la science est prise au sérieux. Le changement climatique n'est pas un débat, c'est une réalité quotidienne. Les villes côtières comme Annapolis subissent déjà la montée des eaux, alors quand les protections environnementales sont démantelées, l'impact est direct. Et ce n'est pas tout. Le Maryland abrite certains des meilleurs hôpitaux et centres de recherche du pays. Mais les coupes dans les programmes de santé fédéraux ont mis des vies en danger, pas seulement des budgets. Dans un État fier de sa diversité, les discours de Trump sur l'immigration, les questions raciales et les droits civiques ont ravivé des plaies encore ouvertes, en particulier à Baltimore, ville marquée par une longue histoire de lutte sociale. Sur le plan économique, une grande partie des habitants travaillent dans la fonction publique. Mais sous Trump, les blocages, les gels d'embauche et l'incertitude constante ont miné le moral. Le climat au sein des agences fédérales est devenu pesant, presque toxique. Ce n'est plus seulement une question de politique, mais d'atmosphère générale, d'état d'esprit. Alors oui, les rues de certains quartiers brillent encore sous les lampadaires, mais la population, elle, en a assez.
Et si le président persiste, le Maryland pourrait devenir un champ de bataille. Pas par les urnes, mais par le rejet pur et simple. Numéro 7, Virginie. Entre façade tranquille et tempête intérieure. À première vue, la Virginie semble être un modèle de stabilité. Des quartiers bordés d'arbres, des banlieues animées et un secteur technologique en pleine expansion qui transforme les horizons urbains. Mais derrière cette image de réussite se cache une toute autre réalité, bien plus tendue. En 2025, cet État qui semblait solide est devenu l'un des plus virulents opposants à Donald Trump. Tout commence au nord, dans la région métropolitaine de Washington, où vivent des milliers de fonctionnaires, d'analystes et de prestataires gouvernementaux. Des gens pour qui la stabilité, les faits et des institutions qui fonctionnent sont essentiels. Sous Trump, beaucoup se sont sentis attaqués, des lanceurs d'alerte réduits au silence, des projets mis en pause et des services entiers démantelés au nom de la politique. Mais ce n'est que le début. À Richmond, les campus universitaires bouillonnent de manifestations. Des jeunes se mobilisent pour les droits civiques, la justice raciale et la protection du vote. Et sur les côtes, à Norfolk, la crise climatique se manifeste chaque jour. Les rues inondées rappellent que les bases militaires de la région sont désormais en première ligne face à la montée des eaux. Ici, les reculs environnementaux de Trump ne sont pas juste critiqués, ils sont considérés comme dangereux. Il faut aussi se souvenir que la Virginie porte l'héritage de l'histoire américaine, champ de bataille de la guerre civile, au lieu du mouvement des droits civiques. Quand Trump minimise cette histoire ou attise les divisions, beaucoup prennent cela comme une blessure personnelle. Et le clivage ne se limite plus aux grandes villes. Même les banlieues autrefois favorables aux républicains comme Loudoun, Fairfax ou Henrico changent de ton. Elles sont aujourd'hui le théâtre d'une opposition organisée, puissante et enracinée. La Virginie de 2025 n'a plus rien à voir avec celle d'il y a 20 ans. Et si Trump pense pouvoir encore compter sur cet État, il risque d'avoir une mauvaise surprise. Numéro 6, Rhode Island. Petit État, grande révolte. Rhode Island, avec ses boutiques charmantes, ses vues côtières et sa scène artistique florissante, semble calme au premier regard. Mais en 2025, ce minuscule État se fait entendre bien au-delà de sa taille. Le message est clair. Ici, on en a fini avec Donald Trump et tout ce qu'il incarne. Pourquoi une telle réaction? D'abord, l'éducation. Rhode Island a l'un des taux de diplômés universitaires les plus élevés du pays. Alors, quand Trump attaque les institutions académiques, propage des fausses informations ou méprise la science, cela résonne ici comme une provocation directe. Ensuite, la santé. L'État a été parmi les premiers à élargir Medicaid et à miser sur l'accès aux soins. Les tentatives de Trump de démanteler ces programmes ont laissé des traces, en particulier dans des villes populaires comme Pawtucket et Woonsocket, où les familles ressentent encore les effets des coupes budgétaires. Mais le mécontentement va encore plus loin. Rhode Island est un bastion syndical, ancré dans l'histoire des familles immigrées. Les propos de Trump sur le travail et l'immigration ne passent pas. Ce ne sont pas de simples désaccords idéologiques, c'est une atteinte à l'identité de nombreux habitants. Quand on se sent effacé ou trahi, on riposte. Sur le plan écologique, les inquiétudes sont aussi très concrètes. L'érosion des côtes et la montée des eaux ne sont pas des scénarios pour demain, elles frappent déjà. À Providence, les inondations sont devenues plus fréquentes. Quand Trump sabre les politiques climatiques ou retire des financements pour les énergies renouvelables, les habitants savent que ce sont leurs maisons, leurs emplois, leur avenir qui sont en jeu. Le résultat? Une révolte qui ne se cache plus, des fresques politiques dans les rues, des grèves étudiantes, des assemblées citoyennes bondées. Rhode Island ne fait plus que résister, il défie ouvertement. Un signal fort que même les plus petits États peuvent faire du bruit. Numéro 5, Connecticut, l'élite en colère. Connecticut évoque souvent l'image de la richesse. Grandes universités, quartiers huppés, maisons luxueuses en bord de mer. Mais sous cette surface brillante, en 2025, l'agitation est palpable. L'opposition à Donald Trump ne vient pas seulement des bastions progressistes, elle se répand jusque dans les quartiers autrefois modérés. Et ce qui rend cette révolte si marquante, c'est qui l'amène. Ce sont des professionnels à Stanford, des enseignants à New Haven, des infirmiers à Bridgeport, et même des familles de banlieue autrefois peu politisées. Tous dénoncent les dégâts d'une politique qu'ils jugent nocive. L'économie, tout d'abord. Connecticut repose en grande partie sur la finance, l'éducation et la santé. Sous Trump, la déréglementation, le mépris pour la science et les attaques contre les institutions ont laissé des séquelles durables. Les chercheurs manquent de financement, les hôpitaux sont sous tension, et les investisseurs parlent d'un climat d'incertitude qui mine la confiance. Puis, il y a la fracture sociale. Certes, l'État compte des fortunes, mais aussi une pauvreté tenace. Des villes comme Hartford ou Waterbury en souffrent, et nombreux sont ceux qui accusent Washington d'avoir laissé le fossé s'élargir. Quand Trump se vante d'une économie florissante, beaucoup ici répondent
Pour qui, exactement? L'immigration est un autre point de tension. Le Connecticut abrite de nombreuses familles au statut mixte. Les politiques migratoires de Trump ont créé peur, division et frustration. Et l'environnement? La montée des eaux menace des zones comme New London, et le Long Island Sound est directement touché. Ici, ignorer le climat est tout simplement impardonnable. Alors oui, les voiliers flottent encore paisiblement sur les côtes, et les universités continuent d'attirer des étudiants du monde entier. Mais en coulisses, la colère gronde. La désapprobation n'est plus discrète. Elle est claire, structurée et de plus en plus puissante. Numéro 4, le New Jersey. Quand on regarde la skyline depuis l'autre côté du fleuve, elle brille toujours. Les trains roulent encore, les promenades en bord de mer vibrent en été. Mais si la tempête qu'on attendait était déjà là? En 2025, le New Jersey ne se contente plus de s'éloigner de Donald Trump. Il tourne résolument le dos à son héritage. Et ce rejet va bien au-delà des simples clivages partisans. On parle ici d'économie, de justice, et d'un besoin profond souvent ignoré en politique, le respect. Commençons par l'emploi. Des villes comme Newark, Paterson ou Camden ont longtemps souffert d'un manque cruel d'investissement. Pendant le mandat Trump, on a entendu de grandes promesses, infrastructures, création d'emplois, zones d'opportunité. Mais pour les habitants, ces paroles sont restées sans suite. Peu de chantiers concrets, les inégalités se sont creusées, et les classes populaires se sont encore senties abandonnées. Côté santé, le New Jersey avait pris des mesures fortes, élargissement de Medicaid, accès renforcé aux soins. Alors, quand Trump a voulu revenir en arrière, les réactions ont été immédiates, en particulier dans des villes comme Jersey City ou Elizabeth, où les communautés immigrées dépendent vitalement de ces services. Et que dire de l'environnement? Le littoral s'effrite, les inondations deviennent plus fréquentes, les ouragans plus violents. La suppression des protections environnementales par Trump n'a pas seulement agacé, elle a inquiété. Profondément. Mais au fond, ce qui fait basculer le cœur des gens ici, c'est un sentiment plus intime, celui d'avoir été méprisé. Le New Jersey, c'est une population travailleuse, directe, solidaire. Quand Trump a dénigré certains groupes ou ridiculisé des manifestants, beaucoup se sont sentis visés. De là est née une réaction. Dans les lycées, les syndicats, les rues. Un vent de résistance qui ne faiblit pas. Alors oui, il reste quelques bastions conservateurs, ici ou là. Mais la tendance générale est limpide. Des banlieues de Bergen County jusqu'à Atlantic City, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire clairement, plus jamais ça. Numéro 3, la Géorgie. Les stades vibrent toujours chaque samedi, et la skyline d'Atlanta ne cesse de grimper. Mais si l'on gratte sous la surface, un autre paysage apparaît. Un État dont l'âme politique semble divisée en deux. En 2025, la Géorgie n'est plus un simple acteur du débat autour de Trump, elle en est devenue un terrain de bataille majeur. Le retournement de 2020, où l'État est passé du rouge au bleu, a surpris tout le monde. Mais ce changement n'est pas tombé du ciel. Les banlieues traditionnellement conservatrices comme Cobb, Gwinnett ou Henry County ont vu leur démographie évoluer. Une jeunesse plus diverse, plus instruite, plus connectée, et de moins en moins tolérante au ton et aux politiques de Trump. Mais ce n'est que la partie émergée. La vraie transformation est économique. Les secteurs de la tech et du cinéma explosent. Atlanta attire l'innovation, les investissements internationaux. Ces secteurs reposent sur l'ouverture, la coopération globale, la stabilité, tout ce que la rhétorique nationaliste de Trump vient fragiliser. Il faut aussi se souvenir de 2020 et de tout ce que cela a déclenché. Accusations infondées, poursuites, menaces contre les responsables électoraux. Pour beaucoup de Géorgiens, ces attaques étaient personnelles. Les électeurs noirs, en particulier qui représentent une force politique massive ici, ont vu dans ces gestes plus qu'un affront, un danger. Même dans les campagnes, le soutien à Trump s'effrite. Les agriculteurs ont subi les contre-coups des guerres commerciales. Les petites villes attendent toujours les investissements promis. Et certains commencent à se demander, qu'est-ce qui a réellement changé depuis ces discours tonitruants? Aujourd'hui, la Géorgie incarne les tensions de tout un pays, ville contre campagne, anciens repères contre nouvelles aspirations. Et tandis que Trump resserre son emprise sur une partie du parti républicain, beaucoup ici prennent leur distance, de plus en plus vite. Numéro 2, le Michigan. Imaginez, vous poussez la porte de l'usine où travaillait votre père. Même ville, même badge, même bruit des machines. Mais l'ambiance n'est plus la même. La moitié des postes ont disparu. La fierté d'antan semble s'éteindre. Le rêve américain, ici, vacille. Le Michigan a toujours été bien plus qu'un État. C'est un symbole. Celui du travail, de la production, de la ténacité. Mais aujourd'hui, ce symbole est en train de se fissurer. Et pas seulement à Détroit.
Des villes comme Flint, Saginaw ou Benton Harbor peinent encore à se remettre des fermetures d'usines, du désintérêt des gouvernements successifs et d'un tissu économique fragilisé. L'industrie automobile, colonne vertébrale de l'État, entre dans une nouvelle ère, celle des véhicules électriques. Mais cette transition est inégale. À chaque nouvelle usine annoncée, une autre ferme ou délocalise. Et ce n'est pas qu'une question d'emploi. C'est une crise d'identité. Le Michigan s'est bâti sur le métal, l'essence et les chaînes d'assemblage. Que devient une région quand tout cela s'effondre? Quand les robots remplacent les ouvriers? Quand produire à l'étranger devient plus rentable? Ici, beaucoup de familles vivent avec une angoisse permanente, celle du prochain licenciement. Certaines zones dépassent les 30% de pauvreté infantile. Les écoles souffrent, l'eau potable reste un problème à Flint, et les hôpitaux en zone rurale frôlent la fermeture. Ajoutez la dimension politique, et le tableau se complexifie encore. Chaque élection ravive les tensions. Le Michigan est devenu un champ de bataille, social, économique, idéologique. Dans cette tempête, une question plane. Ce territoire emblématique saura-t-il se réinventer à temps? Numéro 1, la Californie. Derrière les palmiers et les campus high-tech, au-delà des tapis rouges et des falaises dorées, une question dérangeante se pose. Qu'est-ce qui tient encore la Californie debout? Car si l'on gratte un peu, on découvre des fissures profondes. Et pas uniquement géologiques. Oui, c'est la 5e puissance économique du monde. Oui, elle domine dans la tech, le divertissement, l'agriculture et l'innovation. Mais sous cette réussite apparente, l'État croule sous les pressions. Premier symptôme, la crise du logement. À Los Angeles, San Francisco, San Diego, acheter une maison est un rêve lointain pour la majorité. Les loyers s'envolent, et les sans-abri sont plus nombreux que jamais. Un tiers des personnes sans domicile aux États-Unis vivent ici. Ce n'est plus un chiffre. C'est une tragédie. Deuxième alarme, l'exode. En quelques années, plus de 800 000 Californiens ont fait leur valise. Direction, Texas, Arizona, Floride. Pourquoi? Trop d'impôts, trop de règles, pas assez de perspectives. Même certaines entreprises technologiques changent de base. Si ceux qui ont bâti la Californie d'aujourd'hui fuient, que dit-on de son avenir? Et ce n'est pas fini. Entre les pénuries d'eau, les incendies ravageurs, les coupures d'électricité, des villes entières sont rayées de la carte. L'agriculture dans la Central Valley souffre, et le fournisseur d'énergie PGE a déjà été tenu responsable de feux mortels, liés à une infrastructure vétuste. Ajoutez à cela les blocages politiques, une criminalité en hausse dans certains centres urbains, et vous obtenez un cocktail explosif. Oui, la Californie reste puissante. Mais son équilibre est fragile. Alors une question demeure. Combien de temps cet État pourra-t-il supporter ses propres contradictions? Ces images, ces récits, ces réalités, on les partage parce qu'ils racontent une Amérique que l'on voit rarement ailleurs. Une Amérique en mutation, en tension, en questionnement. Merci de nous suivre. C'est avec vous qu'on continue à explorer ce que d'autres préfèrent taire.